Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui nous nous trouvons à la Cité de la Mer à Cherbourg au sein du sous-marin Le Redoutable. Je suis en compagnie de monsieur Jean-René Leuillas. Bonjour Jean-René. Bonjour. Merci de nous recevoir à travers ce bâtiment que vous avez connu. Donc l'objectif de cette visite c'est de découvrir un peu plus en profondeur ce qu'a été la vie des sous-mariniers, comment le sous-marin a fonctionné à l'époque, quel fut le contexte historique et également l'historique des différentes salles que nous allons visiter. Est-ce que Jean-René, vous pouvez parler un petit peu de votre histoire, comment vous en êtes arrivé à ce bâtiment, quelles furent vos premières études, est-ce que vous avez été sous-marinier? En fin de compte, moi je suis rentré dans la marine en fin 56. Je suis rentré à l'école des mécaniciens de Saint-Mandrier et j'ai fait donc l'école des mécaniciens, ensuite l'école de maîtrise machine qui existait à l'époque, qui n'existe plus maintenant sous cette forme. Et ensuite, en fin 59, début 60, je suis venu au sous-marin à Toulon. Donc j'ai navigué sur les sous-marins de l'époque à Toulon. Et j'ai suivi les différents cours qu'on suit dans une carrière normale pour progresser. Et à l'issue de mon brevet supérieur de mécanicien, je suis retourné au sous-marin à Toulon et la marine est venue chercher du personnel pour armer les premiers sous-marins nucléaires. Donc on a passé un petit examen à Toulon et on s'est retrouvé à Cherbourg. On n'était pas nombreux, on était 15 à l'époque. On s'est retrouvé au sous-marin à Cherbourg, on ne savait même pas trop pourquoi en fait compte au départ. Et on a suivi ce qu'on appelle le cours d'atomicien, donc à l'école atomique, l'école des applications maritimes à l'époque de l'énergie atomique. Et ensuite, après une formation sur le réacteur, prototype à terre de réacteur à Cadarache, nous sommes embarqués sur le Redoutable. Donc à l'époque, je suis arrivé sur le Redoutable à la mi-67, c'était que des tôles, un cylindre en construction, il venait juste d'être lancé, le sous-marin était quasiment vide, et après on a suivi le montage à bord, on a recetté les différentes installations, donc au fur et à mesure qu'on les a recetées, on les a pris en main, on a continué notre formation sur le Redoutable, jusqu'à partir en mer pour faire les essais. Après les essais, les différentes rectifications qu'il pouvait y avoir à faire, les démontages après essai, puis le sous-marin est parti à Brest et à la mi-71, fin 71, il était admis au service actif. Bon, moi je suis débarqué du Redoutable à la mi-71, j'ai fait 4 ans et demi à peu près à bord. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le temps passant, il fallait aussi remplacer les premiers équipages. 4 ans et demi, c'est long sur un bateau. Et je suis venu ici au cours préparatoire en l'embarquement sur les sous-marins nucléaires comme instructeur pour former les équipages suivants. Puisqu'il y a eu le Redoutable, mais après il y a eu 5 petits frères. Donc qui dit 5 petits frères dit 2 équipages par sous-marin, ce qui fait 12 équipages. Donc il a fallu petit à petit former le personnel. Ensuite, à la mi-74, j'ai quitté la marine et je suis parti au bureau d'études de la DCN à l'époque, donc la direction des constructions navales, pour m'occuper d'une partie du suivi technique des sous-marins, jusqu'à la mi-98 où je suis parti en pré-retraite. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte s'est inscrit en fait le lancement de ce sous-marin nucléaire? Parce que bon, la France était un peu pionnière dans l'aventure des armes nucléaires. Alors en fin de compte, pour le lancement du Redoutable, nous étions en formation à Cadarache. Les 15 personnes du premier équipage, plus notre état-major, nous étions en formation à Cadarache.
Donc lors du lancement, pour le 29 mars 67, nous sommes venus à Cherbourg par avion. Pour la petite histoire, on n'avait pas la tenue réglementaire pour assister au lancement parce que la tenue dans le sud de la France n'était pas la même que dans le nord. Donc avec toutes les autorités qui étaient là, on ne pouvait pas nous présenter. Donc nous sommes allés à la base sous-marine et on a vu le lancement de l'extérieur. Mais on a assisté au lancement, mieux que si on aurait été dans la cale d'ailleurs, parce que là au moins on avait toute la vue dégagée. Et ensuite on est redescendu à Cadarache. Le sous-marin, après avoir été lancé, les remorqueurs l'ont pris et l'ont emmené dans un bassin ici, qui est le bassin de la zone du Haut-Mai, où la construction a été continuée, quoi. Donc nous sommes partis à Cadarache, et puis donc c'était mars 67, je suis embarqué en juillet 67, il commençait à y avoir 2-3 personnes à bord. Moi je suis arrivé peut-être dans les 10 premiers à bord, donc il n'y avait quasiment personne, quoi. Donc et après on a suivi la construction en prenant en main les installations, puis en faisant les schémas aussi. Comment s'est terminée l'histoire du Redoutable à Cherbourg? Pourquoi il en est arrivé là aujourd'hui? Alors, en fin de compte, il faut lier le Redoutable à la volonté de sauver un sous-marin, et lier le Redoutable à la Cité de la Mer. Le Redoutable et la Cité de la Mer, c'est deux entités qui en fait ne vont pas ensemble. La Cité de la Mer sans le Redoutable, elle était dans un état qui commençait à être assez déplorable. Les Cherbourgeois, dans leur ensemble, auraient voulu sauver leur Cité de la Mer. Le Redoutable, une association s'était créée pour essayer d'en faire un musée, mais le Redoutable tout seul, ça ne pouvait pas marcher non plus. Donc, en fin de compte, le projet a pris forme et il a été décidé de rénover la Cité de la Mer, de mettre le Redoutable en musée à côté. Bon, après diverses péripéties, il y a un projet qui a pris forme. Il a été creusé la darse dans laquelle se trouve le Redoutable. Le Redoutable a apporté, grâce aux présentations d'une maquette à l'époque, a apporté des mises de fonds, beaucoup d'argent par l'Europe, par le ministère de la Culture, par la DCN qui mettait le sous-marin en étant disons, dans son état à recevoir du public. Parce qu'il n'était pas, et donc le problème d'incendie et autres. Et donc, à partir du moment où tout le monde s'est mis d'accord, l'affaire a commencé à se monter et le Redoutable a été emmené en bassin ici. Donc il a été emmené en bassin en 2002. Après, il a fallu finir de préparer la darse, d'aménager la grande halle. Et petit à petit, la Cité de la Mer, elle, a été réaménagée pour éviter entre autres les courants d'air. Et enfin, l'ensemble a vécu. Mais Cité de la Mer toute seule et Redoutable tout seul, ça ne pouvait pas marcher. Et ensuite, M. Cauvin, lui, a bien pris l'affaire en main et a développé tout ce qui se voit maintenant, entre autres, ce qu'on peut dire, la galerie des engins civils qu'on voit à l'entrée, là, qui est unique au monde en fin de compte. Nous allons commencer cette visite ensemble. Je vous dis à tout de suite et nous allons suivre Jean-René à travers cette histoire passionnante du sous-marin Redoutable. Lorsqu'on a décidé de construire le Redoutable, on partait d'une page blanche. Donc il a fallu tout concevoir. Et comme on verra plus tard lorsqu'on va le visiter, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et il est dit qu'un sous-marin nucléaire, c'est l'engin qui est le plus compliqué à construire au monde. Donc la France, elle s'est débrouillée quasiment toute seule pour construire ce bateau. Et comme c'était quand même, il fallait se dépêcher, on a bien souvent pas fait comme on fait d'habitude, où on fait des spécifications, on voit les industriels et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ou modifiées au fur et à mesure qu'on a fait la construction. Et le défi, c'était de réussir à faire un engin comme ça, qui fonctionne en un temps relativement court. Le Redoutable a représenté 14 millions d'heures de travail, bureau d'études compris. Ça peut paraître énorme, mais il faut voir qu'il a fallu tout concevoir. Et ce qu'on peut voir qui est remarquable, c'est qu'il y a eu 6 sous-marins de ce type-là, et ces sous-marins-là ont parfaitement fonctionné. On n'a pas eu de problème majeur. S'il y aurait eu des gros problèmes, de toute façon on ne me l'aurait pas dit, c'est sûr, mais on n'a pas eu de problème majeur avec cette série de sous-marins, et ça a été une parfaite réussite. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va visiter le Redoutable de l'arrière à l'avant. On va revoir les différentes installations. Et
au fur et à mesure qu'on va avancer, je vous montrerai ce qu'on peut voir, les choses les plus importantes à bord, parce qu'une visite, ça peut durer une journée si on veut. Donc ici, nous sommes à l'arrière du sous-marin. Devant nous, ici, nous avons la ligne d'arbre. On a enlevé un petit tronçon de la ligne d'arbre pour permettre aux gens de passer. À bord, on n'a pas modifié l'intérieur du bateau. On a enlevé 2-3 petits appareils de façon à que les gens puissent s'arrêter et regarder, mais le bateau était conservé en état. Donc ici, la ligne d'arbre. Ensuite, on va avoir la butée qui permet de donner la poussée de l'hélice au sous-marin pour avancer. Ensuite, on va trouver le moteur électrique de propulsion et on passera après aux turbines. Bon, ce qu'on peut voir ici qui est quand même important, c'est que vous voyez, il y a des blocs en bronze à droite, à gauche, et tous ces blocs, c'est la partie hydraulique. On a une station d'huile ici qui permet de distribuer de l'huile sous pression. C'est carrément une toile d'araignée. Et cette station d'huile permet d'alimenter les différents appareils, quelle que soit la situation. Donc, au point de vue sécurité, automatiquement, on aura des reprises automatiques lorsqu'on va perdre une alimentation électrique ou qu'on a un appareil en panne. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur un bâtiment comme ça, tout le matériel important est redondant. Donc, on a 2 appareils pour un, avec des alimentations sécurisées, électriques ou hydrauliques, parfaitement conçues, quoi. Bon, pour avancer un sous-marin, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut des barres de plongée, un petit peu comme les dérives qu'on a sur un avion derrière les ailes. Les barres de plongée, elles sont manœuvrées ici par des vérins. Les barres de plongée sont sur l'arrière. Ces vérins marchent, bien sûr, vérin hydraulique. On a une barre de direction, le gouvernail de direction, avec pareil, des vérins. 2 vérins, un seul suffit. Et ensuite, on va trouver ici différents appareils de sécurité qui permettent de manœuvrer aussi ces barres de plongée manuellement. Alors si vous voulez, on va s'avancer le long du moteur électrique et on va aller vers la partie propulsion et la partie vapeur, ça peut dire. Et la propulsion est faite par une machine à vapeur, mais en sécurité, on a un moteur électrique ici qui permet de faire une marche silencieuse, entre autres, ou si par hasard on n'aurait plus de propulsion vapeur parce que le réacteur est en panne, on peut toujours ramener le bâtiment avec le moteur électrique ici qui permet de faire une vitesse de l'ordre de 5 nœuds. En plus, c'est une marche silencieuse. C'est un moteur électrique de secours qui est directement sur la ligne d'arbre. Alors ici, en fin de compte, plus loin, sur l'avant du moteur électrique, on va trouver la partie propulsion vapeur. Les turbines à vapeur sont des appareils qui tournent à environ 6700 tours minute. La ligne d'arbre, elle tourne au maximum à environ 250 tours minute. Donc entre les deux, il nous faudra quoi? Il nous faudra un réducteur. Le réducteur, c'est une pièce qui est ici sur l'avant, c'est une grosse pièce qui est ici, qui permet de ramener la vitesse de 6700 tours à 250 tours maximum sur l'hélice. Et entre les deux, lorsqu'on veut marcher qu'en propulsion avec le moteur électrique, on a un embrayeur qui permet de séparer en deux la ligne d'arbre. Ici en plus, ça c'est commandé à distance. Mais donc on va trouver localement un électricien qui va être chargé et responsable de toute la zone arrière. Il a surtout une zone de sécurité, de rondier aussi, pour vérifier si on n'a pas de fuite, faire des rondes d'étanchéité, prendre en commande les différents appareils, si par hasard on doit les prendre en commande locale. Donc lui, son rôle, c'est la sécurité de la zone arrière. Alors, je vous parlais de la propulsion vapeur, donc on va ici ce qui est en blanc, et on verra de l'autre côté, ce sont les turbines à vapeur. Ce gros appareil qui est ici, c'est le réducteur, qui permet donc, c'est un énorme engrenage sur lequel vient s'engrainer deux turbines, une à bâbord, une à tribord. Et ce réducteur, c'est une grosse pièce d'horlogerie qui permet donc de transmettre la poussée
ensuite à l'hélice. Ici, nous sommes devant les turbines de propulsion. Une bâbord, une tribord. Les turbines de propulsion reçoivent la vapeur par les gros collecteurs qui sont ici. Ces collecteurs viennent directement du réacteur là-bas. On a de la vapeur qui est sous une pression de 32 bars, tant que je me souvienne, et de 120 degrés, donc, et qui vont faire tourner les turbines. Les turbines sont commandées ou localement, mais c'est vraiment au secours, ou d'un poste, d'un pupitre qui se trouve là-bas dans un poste central de propulsion, un poste commande de propulsion qui se trouve là-bas qu'on verra tout à l'heure. Bon, ce que je voulais dire, c'est que les tuyautages de vapeur, autant qu'on vous voyez, ils ont une forme de lyre, parce que lorsqu'on on est à l'arrêt, bon, c'est à la température ambiante, 20 degrés. On va passer de 20 degrés petit à petit à 220 degrés. Donc, il va bien falloir que le métal il va bien falloir que, comment dire, ça se dilate, pardon. Que le métal se dilate. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va, vous voyez juste au-dessus de vous, là, on a découvert pour que les gens puissent le voir, on a un système de cardan qui permet au tuyautage de se déplacer et un système de soufflet qui va permettre aussi la dilatation. Cette vapeur, au fur et à mesure que ces tuyautages vont se réchauffer, cette vapeur, au départ, elle va se condenser, donc on aura plein d'endroits pour faire des purges, et les turbines qui sont ici, on va les faire tourner avec un vireur, parce qu'il faut de façon à homogénéiser les températures. Parce que les ailettes de turbine, en fin de compte, lorsque la turbine tourne à vitesse maximum, c'est bientôt à la vitesse du son en extrémité. Et le jeu entre les turbines, les ailettes et leur redresseur est de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre. Donc si on a une dilatation différentielle, on va faire une salade d'ailettes. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement important. Au fur et à mesure qu'on réchauffe l'ensemble, qu'on a commencé à produire de la vapeur, il faut que tout le monde se réchauffe en même temps, de façon qu'on n'ait pas ce problème. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas se permettre, par exemple, d'avoir une avarie électrique qui permet lors du réchauffage, parce qu'autrement, alors là, on a un sérieux problème. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il est prévu aussi, si c'est un bâtiment de guerre, donc on peut être attaqué, on peut être grenadé. Donc ces tuyautages sont suspendus élastiquement par des systèmes de vérins, qui sont des vérins jaunes qui sont au plafond, là, en cas de grenadage. Donc, en plus, une chose que je vais vous montrer ici aussi, vous voyez la coque est renforcée par des couples. Des couples ici. Ces couples, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas lisses. C'est qu'à bord, à tous les endroits où on a pu le faire, on a collé sur la coque du liège, des plaques de liège, de face contre la condensation. Ça permet aussi d'améliorer la discrétion acoustique. Et si on n'a pas pu coller de plaques de liège, c'est de liège projeté qu'on a mis sur la coque. Donc partout, vous verrez que la coque n'est jamais lisse. En fin de compte, c'est cette protection qui a été mise en place. Je vous disais, la vapeur, 220 degrés, c'est quand même très chaud. Si par hasard, donc déjà, ils sont calorifugés. Vous voyez, ils sont blancs, c'est calorifugé pour éviter qu'il fasse trop chaud dans le local. La température moyenne à la machine, ici, c'est de l'ordre de 40 degrés. Alors les gens disent souvent, oh là, 40 degrés, c'est chaud. Non, parce qu'en fin de compte, on a une atmosphère sèche. Donc, dans une atmosphère sèche, on supporte mieux la chaleur. En plus, on pourrait avoir une fuite de vapeur. Si on a une fuite de vapeur, on est dans un espace clos, très rapidement, on va avoir des gros problèmes. Donc, vous voyez au plafond, là-bas, ces gros engins gris qui sont là, ce sont des unités de conditionnement d'air. On a un circuit d'eau qui dessert tout le bâtiment. Cette eau, elle fait 8 degrés et elle sert pour tout ce qui est conditionnement d'air. Entre autres, à la machine, ici, vous avez 7 unités comme ça qui débitent 4500 m3 d'air à l'heure. L'air passe dans un réfrigérant, un échangeur. Cet échangeur reçoit donc de l'eau à 8 degrés et l'air réfrigéré, on l'envoie le long de la coque vers en bas. Alors en mer ici, on a une température ambiante, je dis maximum 40 degrés,
Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Et en dessous, par contre, en dessous, on a un mécanicien qui est de cœur en dessous, mais en dessous, parfois ça gèle, parce qu'il navigue dans des mers très froides. Donc ici, on n'a pas le droit d'être en t-shirt, parce que pour des raisons de sécurité, il faut qu'on soit couvert à cause des risques de fuite de vapeur. Par contre, le gars qui est en dessous, lui, il est avec un blouson de mer. Donc c'est quand même... Mais par contre, c'est un endroit qui est relativement bruyant, la machine, c'est normal. Un endroit qui est relativement bruyant, mais ce qui importe, c'est surtout que le bruit qui est à l'intérieur du sous-marin ne sorte pas. Et la différence entre le Redoutable et la deuxième série de sous-marins, c'est que l'amélioration des sous-marins, c'est ce qu'on appelle la discrétion acoustique. Ce qu'il faut voir, le Redoutable, c'est un bâtiment qui date des années 70. La discrétion acoustique s'est considérablement améliorée sur tous les bâtiments. Et le Redoutable, qu'il soit français, anglais, américain ou russe, ils ont à peu près tous la même valeur, à quelque chose près. Et au fur et à mesure de l'amélioration de la discrétion acoustique, tout le monde a amélioré. Donc le Redoutable, même s'il naviguait aujourd'hui, il ferait un bruit de casserole. Hein, mais à l'époque, les moyens de détection étaient ce qu'ils étaient. Le Redoutable, c'est 9000 tonnes en plongée. Les sous-marins qui l'ont remplacé, le Triomphant, c'est 14 400 tonnes. Alors c'est énorme, une fois et demie le Redoutable. En réalité, en dehors des améliorations techniques, c'est la discrétion avec tout ce qu'il a fallu mettre à bord du sous-marin pour que le sous-marin soit le plus silencieux possible. Et il est dit que les sous-marins type le Triomphant, qui ont remplacé celui-ci, lorsqu'ils peuvent se trouver sous la mer, mettons à 300 mètres, qui passent à côté de vous à vitesse maximum, mettons, je sais pas, 40-50 km/h, 20-25 nœuds, mettons, le bruit que vous pourriez enregistrer, c'est le bruit d'un ventilateur de voiture au ralenti, si vous vous trouvez à côté. Donc en fait compte, il est également dit qu'il fait moins de bruit que le bruit propre de la mer. La mer, c'est très bruyant, les crevettes, les bateaux, les vagues. Donc vous voyez, ils sont extrêmement silencieux. Le Redoutable n'était pas silencieux comme ça, mais il était comme les autres bâtiments de l'époque. Donc c'est là-dessus qu'on portait une grosse partie des améliorations. Et depuis, c'est encore continué. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une technologie des années 60-70, et il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas. Je n'ose pas parler de tout ce qui est moyen de communication, de tout ce qui est un ordinateur et tout ça. Donc ça fait partie des grosses améliorations. On est sur l'avant de la machine, donc on a un local ici, et dans ce local, on a un ingénieur de quart, et 3 servants de pupitre, en fin de compte. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la commande de l'usine électrique du bord, la commande de la propulsion, donc la commande du réacteur et la commande du moteur électrique de l'arrière. Les personnes qui sont là-dedans en mer ne sortent pas, ils sont enfermés dedans. Ils ont une unité de conditionnement spécifique de façon que si on a un pépin ici, eux, ils gardent toujours la commande. Ils ont aussi la commande de tous les circuits d'eau de mer qu'on va trouver dans le coin. Donc, en fait, compte, ils commandent et ils ont un rôle de sécurité. Derrière vous, on va trouver ici un bouilleur à vapeur. Donc, c'est tout cet ensemble qui est là. Donc, en fait, compte, nous fabriquons notre eau. Sur le Redoutable, on pouvait fabriquer environ 30 tonnes d'eau par jour. Et donc, on distille l'eau de mer en produisant de l'eau qu'on va après stocker vers l'avant du bâtiment. Et en plus, après, une partie de cette eau, on va la déminéraliser pour alimenter le réacteur ou d'autres installations qui ont besoin d'eau parfaitement pure. Une cloison, donc on vient de faire à peu près un peu moins du tiers du bâtiment. Donc dans ce local ici, on va avoir les tableaux électriques, la distribution électrique. On va avoir sous nos pieds un poste où on va trouver des compresseurs d'air, puis un poste de commande auxiliaire des réacteurs, où il y aura un mécanicien qui surveillera la partie auxiliaire réacteur. Au-dessus de nous ici, on a le sas de sauvetage arrière, un sas de sauvetage qui permettrait de sortir si le bâtiment est coulé dans des bonnes conditions. Je pense qu'il ne faut pas rêver, mais en fin de compte, sas de sauvetage arrière. Et derrière moi, on va trouver aussi un labo chimie, parce qu'il y a des analyses à faire d'eau et autres. Donc on a à bord un chimiste qui est responsable de tout ça. Une chose, je vous ai tout à l'heure parlé de liège
ici on se rend compte qu'on a des plaques de liège qui sont collées sur la coque, on a des plaques de liège collées sur la coque, et on s'aperçoit que la coque épaisse a diminué de diamètre ici. En fait, ce qu'on appelle la taille de guêpe, c'est-à-dire qu'elle a diminué de diamètre, et entre la coque mince qui se trouve à l'extérieur et la coque épaisse ici, on a logé les ballasts arrière. On a 500 mètres cubes de ballast ici, derrière, et ensuite la coque va augmenter de diamètre et aller jusqu'au tronçon, tout le tronçon du sous-marin, le tronçon central, qui a un diamètre de 10,60 m. Devant nous, on va trouver le compartiment réacteur, mais le compartiment réacteur a été découpé et emmené dans l'arsenal, là-bas où il et les 5 autres compartiments réacteurs des autres sous-marins sont là-bas aussi. Et donc on a soudé à la place un compartiment qui était prévu pour un sous-marin nucléaire d'attaque qu'on n'a pas fini de construire. Donc normalement, lorsqu'on passait de l'arrière vers l'avant, on montait un escalier, on passait dans une coursive au-dessus du réacteur et on redescendait de l'autre bord. Bon, comme on a un tronçon de plus petit diamètre, on passe devant on passe dans le tronçon sur le côté ici. Mais sur le redoutable, on passait au-dessus du compartiment réacteur. Le tronçon qui est derrière, là, en temps normal, on a une vidéo dedans qui montre comment on a fait pour découper le tronçon et l'emmener au bout de l'arsenal. Hein. Par contre, il est vide. Hein. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ici, on va trouver donc dessous tous les auxiliaires du réacteur et pas mal de caisses à eau ou autres qui permettent la protection neutronique du GOC et de quart en bas. Donc là, nous avons passé la tranche réacteur, cette tranche fictive qui a été remise à la place de la tranche originale, et on se retrouve dans une tranche qui est... Là, on est presque à la moitié du sous-marin. Cette tranche, elle présente, on pourrait presque... C'est pas une tranche ventilation, mais pour renouveler l'air de l'arrière, on a un ventilateur qui aspire à l'arrière et qui envoie de l'air ici. Et un ventilateur qui aspire ici, qui envoie l'air à l'arrière. Tout l'air de l'avant du sous-marin, il y a des ventilateurs aussi, qui envoient l'air ici, et d'ici on reprend l'air pour l'envoyer à l'avant et on distribue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette tranche, on fait deux choses. On produit de l'oxygène, c'est-à-dire qu'ici, là où on a mis un parquet transparent pour voir ce qu'il y a en dessous, on avait l'usine de production d'oxygène. On fait l'électrolyse de l'eau déminéralisée. L'oxygène, on l'envoie dans la ventilation, c'est pour ça qu'on le distribue, et l'hydrogène, on l'envoie en continu à la mer. L'hydrogène se dissout dans l'eau de mer, donc pas d'indiscrétion. Donc c'est la première chose. Comme je vous disais tout à fait au début, c'est redondant, c'est-à-dire qu'on a deux installations. Ces installations sont vitales, hein, mais une seule suffit, on va faire peut-être des délestages, on va éviter de consommer trop, mais on a deux installations. Derrière nous, ici, on a une installation qui est très complexe, qui permet d'éliminer le gaz carbonique, l'hydrogène aussi, à l'origine les fréons, mais actuellement les fréons, on a changé, on a remplacé les fréons par d'autres produits, et le monoxyde de carbone. Donc là aussi, on aspire par des compresseurs qui étaient situés de l'autre côté, on aspire l'air du compartiment, on le fait passer dans des bouteilles où en fait compte on piège, hein, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais on piège le gaz carbonique, et cet air purifié, on va le faire passer ensuite dans ce qu'on appelle un brûleur catalytique, où on peut éliminer le monoxyde de carbone et l'hydrogène qui pourrait provenir entre autres de la batterie à l'avant. Et cet air pur, il est redistribué ici, et la ventilation le reprend et le renvoie un peu partout dans le bord. Donc on peut même presque dire qu'on respire à bord, puisqu'on a quand même ça sous-marin nucléaire, donc on n'a pas de gasoil en suspension comme on pourrait avoir sur un sous-marin classique. Donc on a un air qui est bientôt plus pur que celui qu'on peut respirer à l'extérieur. Côté, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que derrière vous, il y avait le compartiment réacteur, et entre cette tranche, disons la zone avant du bateau et l'arrière, on a une soute à gasoil. Et le gasoil est un produit hydrogéné, donc ça sert de protection neutronique vis-à-vis du réacteur. Plus sur la cloison, on avait du plomb pour protéger la partie avant. Et lorsqu'on va de l'avant à l'arrière, on a des films de poitrine. Lorsqu'on passe par la coursive qui est au-dessus, comme ça on peut contrôler exactement
la contamination que peuvent ramasser les gens. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver en dessous du parquet qui est là, 2 moteurs diesel. 2 moteurs diesel qui servent, en fin de compte, à charger une batterie, mais ils servent aussi, un moteur diesel en fait consomme plus d'air qu'un ventilateur, si on peut dire, un plus gros débit, donc qui va permettre de renouveler l'air aussi si on a besoin. Donc 2 moteurs diesel dessous, il n'y a pas grand place, il faut se déguiser en homme serpent pour aller autour des moteurs diesel. On a alors en haut, on a un atelier et on a une installation qui est très intéressante, ce qu'on appelle la bouée VLF. Le sous-marin, lorsqu'il est en patrouille, il ne faut pas qu'il soit détecté. Il ne faut pas oublier que c'est la dissuasion, donc son rôle c'est d'être en mer, que personne ne sache où il est, mais qu'il soit toujours prêt à répondre à une agression. Donc il faut quand même qu'il reçoive l'ordre du président de la République de lancer des missiles. Donc les ondes radio ne rentrent pas dans l'eau de mer, mais par contre les ondes très basse fréquence rentrent dans l'eau de mer. Donc le sous-marin traîne au bout d'un câble, derrière lui, une antenne, pas un cerf-volant, mais on peut considérer que ça ferait un peu comme ça, qui est 10 mètres sous l'eau. 10 mètres sous l'eau, elle reçoit les ondes très basse fréquence, entre autres les ordres du président de la République, qui va nous donner l'ordre de lancer le missile. Et là, on a reçu l'ordre, mais on n'est pas détecté, quoi. Donc après, la procédure va se dérouler. On reçoit aussi les informations d'une manière condensée et les messages des familles. Chaque famille peut envoyer un message une fois par semaine. Donc on reçoit le message. Après, les messages bien sûr sont censurés parce qu'on ne donnera pas une mauvaise nouvelle. Ce qui prime, c'est la dissuasion. Donc c'est pas parce qu'une personne a eu un problème dans la famille qu'on va lui dire. De toute façon, on ne va pas arrêter la patrouille. Donc on reçoit les messages, ils sont censurés, contrôlés aussi par le commandant, et après on les distribue aux gens. Vous voyez, donc tout se passe là, c'est une installation aussi qui est vitale. Sans la bouée VLF, sans système, il n'y a plus de dissuasion. Donc vous voyez, c'est quand même important. Comme ici, sans l'usine des décarbonisation, si on n'enlève pas le gaz carbonique, il faudra remonter de temps en temps pour renouveler l'air. Donc, indiscrétion. Si on ne produit plus d'oxygène, indiscrétion. Donc vous voyez, en fin de compte, il y a énormément d'installations qui sont vitales sur un sous-marin comme ça. Ici, nous sommes dans la tranche missile. Donc il y a 16 tubes blancs de missiles, 8 à bâbord, 8 à tribord. Tout le long de cette tranche, on a les baies de commande et de contrôle des missiles. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque du redoutable, tout ce qui est circuit électronique, ça n'existait pas. Donc là-dedans, mais c'était plein de relais. Cette tranche, lorsqu'on est au poste de combat, devant chaque tube lance-missile, on va voir un opérateur, un missilier, qui va commander différentes choses, pressurisation des tubes et autres. Il va recevoir des ordres aussi parce que l'installation de transmission d'ordre à bord est très développée, mais même pour la petite histoire, vous voyez, on a monté ici des espèces de transmission d'ordre entre les différents ponts pour que les gens puissent discuter entre eux. C'était pas l'origine, c'était monté après. C'est ce qui intéresse bien souvent les visiteurs en disant « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Par contre, une petite chose, cette tranche, c'est la tranche la plus longue du bord. Donc entre l'avant et l'arrière, vous avez ici une bonne trentaine de mètres. C'est l'endroit où on a la plus longue vision. Alors une chose aussi, c'est que le sous-marin, lorsqu'il change d'immersion, on ne joue pas les héros, en fait, quand on prend un petit peu de pointe, on change d'immersion, de toute façon on est là pour se faire oublier. Mais on fait quand même des essais lors de la conception du sous-marin ou après les grands carénages, et on prend par exemple 30 degrés de pointe. Alors une chose à laquelle on ne pense pas, le sous-marin fait 128 mètres de long. 30 degrés de pointe, on a 64 mètres de différence de niveau entre l'arrière et l'avant. Dans cette tranche ici, on va voir de l'ordre de 12 à 15 mètres de différence de hauteur entre l'arrière et l'avant. C'est comme un immeuble de 6 étages, donc c'est pour ça que vous voyez par terre des plaques antidérapantes. Mais c'est aussi une chose à laquelle il faut penser, c'est qu'on a des circuits qui font toute la longueur du bateau, et il faut aussi qu'ils soient pressurisés de façon qu'on n'ait pas, par exemple, s'il ne serait pas plein, par exemple une poche de vide qui va se créer à une extrémité. Donc
le fait que le bâtiment est quand même assez long, ça complique énormément, comme ces baies d'ailleurs, puisque c'était des relais, ça chauffe. Ben, il a fallu concevoir aussi un système de réfrigération qui permette de réfrigérer les baies, mais les réfrigérer. Donc on a un circuit d'eau qui fait 20 degrés avec un ventilateur et un petit échangeur. On fait passer de l'air dedans, ça va refroidir, mais ça ne va pas condenser l'humidité. Autrement, mais si on condense, ben, on va avoir un défaut d'isolement. Vous voyez, donc tout a été conçu de façon qu'on n'ait pas de problème, parce que si on perd les baies, on perd les missiles. Donc là, on vient de sortir de la tranche missile. On est à la cloison 107 sur 162, donc on est aux 2 tiers. En temps normal, on passe par ici. Mais pour les visites des différentes personnes, on a fait quelques modifications. Entre autres, vous voyez, sur le côté, on a un escalier, c'est qui n'existait pas à l'origine. Donc ça a été monté après. Et au-dessus, on avait le PC radio. Et on avait les calculateurs. Alors, ce qu'il faut voir, un calculateur sur une table, c'est 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Et c'est X fois moins puissant que même votre téléphone portable. Hein. Alors, je ne parle pas d'un ordinateur portable, mais c'était le matériel de l'époque. Hein. Donc, il faut aussi voir qu'à l'époque, il a fallu. Ça sert pour les missiles, ça sert pour le contrôle réacteur, ça sert pour différentes choses. Hein. Donc, derrière, on avait les calculateurs. Donc on va monter, on va aller donc maintenant au pont 3, on va arriver dans le PC navigation opération. Donc derrière, là on a découplé la cloison pour qu'on puisse voir les tubes lance-missiles et les vérins qui permettent de manœuvrer les portes supérieures des tubes. Ici c'était le PC radio, un local qui était fermé. Local qui était fermé, la cloison était ici, et là-dedans ne rentrait que le commandant second, les radios. C'était un local secret, en fait, quand nous n'avions pas accès, et on n'avait pas de raison d'y aller d'ailleurs. Hein. Donc le PC radio ici, puis là, on rentre dans le poste central navigation opération. Donc ici, ce qu'on appelait les centrales inertielles navigation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gyrocompas, il y en a 3. Qui donne la position du sous-marin. Il y en a une qui est en service, la deuxième qui est en service aussi qui surveille la première, et la troisième qui surveille les deux autres. Et lorsqu'on a un décalage entre les informations, on va les recaler. Hein. C'est extrêmement important parce que si on lance un missile, il faut au moins être sûr de l'endroit où on se trouve au départ. Quoi. Et après recalage, l'information est envoyée aux centrales inertielles de navigation des missiles pour les recaler aussi. Ça, c'est cette partie-là. Ensuite, on va s'avancer sur le long, on va aller donc dans la partie centrale, où on a toute une série de baies. Alors, des baies qui concernent des caméras qui sont à l'extérieur pour surveiller l'ouverture des portes de tubes, des baies qui vont servir au lancement des missiles, parce que la commande se fait d'ici, des baies qui vont servir aussi à la radio, transmission d'ordre, et des baies qui vont servir pour la stabilisation si on lance les missiles. Plus les 3 dernières qui vont être la partie sous-marin pur, c'est-à-dire tout ce qui est prise de plongée, navigation en plongée, surveillance des voies d'eau, surveillance de la ventilation. En fin de compte, on aura une personne qui est ici, qu'on appelle maître de centrale, c'est lui qui est responsable de la partie sous-marin. Il est sous les ordres d'un officier de quart, qui se trouve de l'autre côté, qui s'occupe plus particulièrement de la partie navigation et de l'extérieur, mais le maître de centrale, c'est lui qui surveille la partie sous-marin. On nous retransmet les informations aussi de l'arrière, où il y a le PC propulsion, hein, mais en fin de compte, pour la partie réacteur, chacun, c'est comme tout, chacun a ses responsabilités. Hein. L'officier de quart est responsable, le maître de centrale est responsable ici sous les ordres de l'officier de quart. À la propulsion, ils ont leur responsabilité, mais de toute façon, la dernière décision, c'est l'officier de quart et au-dessus, bien sûr, le commandant. Alors, le pilotage, en fin de compte, si on regarde comme ça, c'est très simple. Hein.
On a des barres, bon, on pousse, on descend, on tire, on monte, on tourne d'un côté, on va d'un côté, on tourne, on va de l'autre. 2 postes, on peut mettre tout sur un ou pas du tout. On a un système de navigation automatique aussi, hein, un pilotage automatique. Et en plus, comme tout est redondant, c'est alimenté par un circuit d'huile. Et si ce circuit d'huile est en panne, on a un autre circuit d'huile qui permet aussi de manœuvrer. Et en plus, on peut manœuvrer tout ça localement, voyez. Donc, comme ces bâtiments naviguent en général dans des mers qui sont à une température constante, on manœuvre très peu les barres de plongée. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour jouer les héros, pour se faire repérer. Ils naviguent à une vitesse relativement faible, pas trop vite pour ne pas faire de bruit, à une immersion à peu près toujours la même, donc il n'est pas trop soumis aux conditions extérieures. Là, on avait tous les périscopes. Donc, périscope de veille, c'est ce qu'on voit bien souvent dans les films d'ailleurs, avec l'officier de quart qui regarde dedans. Un périscope d'attaque qui est réservé à l'officier de quart, plus différents mâts, un mât radar, des mâts qui servent à la détection des émissions extérieures, plus des mâts radio. Et de ce côté-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc ici c'est l'endroit où se trouve l'officier de quart. On aura une table traçante qui donnera la situation surface. Puis là, les torpilles qui sont à l'avant, donc on les lancera à partir d'ici. La commande se fera de là. Et après, tout le système de détection, des DSM, détection sonore, surveillance de l'extérieur. Voilà, en fin de compte, alors c'est le matériel d'époque, il faut voir. C'est que maintenant, quand on voit ça sur les autres sous-marins, ce sont des grandes baies qui font 80 cm de diamètre, il y en a une dizaine les unes à côté des autres. Il faut voir que c'est quand même du matériel qui date maintenant de 50 ans. Pourquoi on a une lumière rouge ici? C'est qu'en fin de compte, à bord, on fait la différence entre le jour et la nuit. Donc à 8 h du soir, on passe aux lumières rouges dans les zones comme ici où il y a des gens de quart, et le matin on passe aux lumières blanches. Hein, c'est pour faire la différence entre le jour et la nuit pour les personnes qui sont là. Alors ici on va trouver les logements officiers. Donc la première chambre, ça va être celle du commandant, celle qui est ici. Et ensuite on aura toutes les chambres des autres officiers. Il y a 15 officiers à bord sur le redoutable. Il y a 15 officiers, 135 hommes d'équipage en tout, hein, 15 officiers et puis 120 hommes d'équipage. Et au milieu, on a ce qu'on appelle des chambres imbriquées, c'est-à-dire de l'autre côté, ils logent en dessous, et de ce côté-ci, ils logent au-dessus. Ici, alors là, c'est pas tellement pratique, hein, ils sont 2 dans cette chambre, c'est pas. Et alors que de l'autre bord, il n'y en a qu'un. Ah. L'accès ne se faisait pas là, ça s'était ouvert après. C'était un cul-de-sac en fin de compte. L'accès était là. La table ici était plus vers le milieu. Et les 15 officiers, il y avait deux repas. Hein. Et le matériel d'époque. Hein. On avait un petit aquarium en bas ici. Et puis les télés, mais qui servaient qu'au mouillage, bien sûr. Hein. Là, on est revenu sur l'arrière du poste de pilotage. Et là, c'était un local, un secrétariat où on avait une machine qui nous permettait de développer des films, des microfilms. Par exemple, si on avait un problème, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait, nos petits carnets de schéma individuels ne suffisaient pas s'il y avait quelque chose d'important. Donc à ce moment-là, pour aller plus dans le détail, on développait les films qui permettaient de donner le détail des matériels qui pouvaient être en panne. Alors, soit des cartes à fenêtre, soit des microfilms, hein, avec une machine intelligente là, qui permettait de développer tout ça. Donc c'était pour la documentation. Donc là, c'est le sas d'accès à la passerelle. Donc on accédait par là. Dedans, on va trouver entre autres les vérins des barres de plongée avant qui sont dessus, qui sont dedans. Et ensuite, ici on descend, on va à la cafétéria en dessous. Là, on est donc au pont 3, on va descendre à la cafétéria au pont 2. Ici, on va trouver
sur un côté la cambuse où on stockait les vivres déshydratés entre autres, la cambuse ici, et de ce côté-là, on appelait ça la souillarde, c'est là où on lave la vaisselle, où on compacte les ordures avec un compacteur d'ordures ici. Donc on met ça dans des sacs en plastique, on compacte ça de façon que ça ait une densité supérieure à l'eau de mer, et ensuite on a ça, ce vide d'ordures en dessous. Ce sont des produits biodégradables et on envoie ça au fond de la mer. On est arrivé dans la cafétéria. Donc dans la cafétéria, c'est pareil, il y a 2 repas, parce que la cuisine, on a 2 cuisiniers, un boulanger. Le boulanger il travaille de nuit, lui il n'y a pas de problème. Un petit peu comme travaille un boulanger en ville, travaille de nuit, et le cuisinier il fait les repas. Bon, le cuisinier est très important quand même sur un bateau, c'est un bateau français, les Français aiment bien manger, et il est quand même extrêmement important pour le moral de l'équipage. Et c'est vrai qu'en général on mange bien. Maintenant on fait de plus en plus attention aussi à ce qu'on mange de façon que les gens ne grossissent pas trop, parce qu'au début, lors des premières patrouilles, ils en profitaient bien les gens. Donc cette cafétéria, elle sert pour les repas bien sûr, mais elle sert aussi pour les conférences. Si le commandant veut faire une conférence, s'il veut réunir l'équipage, elle sert aussi de lieu de distraction. Elle sert aussi pour le cinéma. À l'époque, on tendait ici un écran et l'appareil cinéma était mis au fond là, et on avait les films de l'ORTF de l'époque. Parce qu'il faut voir qu'à l'époque, la couleur n'existait pas. Vous voyez. Donc la cuisine se faisait, on avait ici la vaisselle qui était stockée là. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la cafétéria. Alors une chose que je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer aussi. Vous voyez ces petites choses au plafond là, ici. Et il y en a partout à bord. C'est qu'en cas de contamination, d'incendie, donc l'air va être pollué. Donc on a des masques, un peu comme des masques de moto intégrales, avec un câble. On se branche sur un circuit d'air ici, ce qui permet de respirer de l'air pur, et puis de se déplacer. On se déplace d'un endroit à un autre. Alors ça, il y en a partout, il y en a dans les chambres, et il y en a au poste de quart. En général, à une brassée, on en a toujours. Alors, à ce pont, on a 60 personnes qui logent. Donc, on a 5 chambres de 12. On en a une ici qui est ouverte et qui a été complètement gréée. Il y a 12 couchettes. Bon, en général, les gens qui dorment dedans font partie du même quart, c'est-à-dire qu'ils vont travailler en même temps. De façon qu'on ne réveille pas tous les 5 minutes tous les gens qui sont dedans. Donc, il y en a 60 personnes ici, 60 personnes en dessous qui logent en chambre de 2, de 4 ou de 6, et les 15 officiers au-dessus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour ces 60 personnes, on va avoir 2 douches à l'avant et 4 ou 5 lavabos. Alors la cafétéria, on pouvait la partager en 2. Si on voulait par exemple, pour une raison quelconque, ne parler qu'à une partie, si le commandant désirait parler qu'à une partie de l'équipage, ou assez gradé, donc on fermait là, puis on pouvait discuter ici. Donc, mais en temps normal, c'est ouvert et tout le monde mange la même chose à bord. Que ce soit les officiers et l'équipage, tout le monde mange la même chose, tout le monde boit la même chose, il n'y a pas de divergence. Alors ici, une particularité, on a mis un parquet transparent pour voir en dessous l'hôpital. Donc on avait une table d'opération, un cialytique au-dessus, bon, qui a été enlevé bien sûr, et on a un médecin et 2 infirmiers. Les infirmiers logent à proximité, juste sous l'avant, ils avaient leur chambre. Et la chambre des infirmiers sert aussi de chambre d'isolement si quelqu'un a une maladie. C'est arrivé qu'il y a un gars qui a eu une hépatite B, il a été mis là-bas, les infirmiers sont allés dormir autre part. Ça c'est une première chose. Et
Deuxième chose, ça sert aussi le dimanche pour la messe, pour ceux qui veulent aller à la messe. Dessous, on va trouver la batterie, en dessous de ça. La batterie, ben, c'est 160 éléments de batterie, et ils sont très gros. Pour faire simple, c'est comme si votre batterie de voiture pesait 4 tonnes. La batterie ici fait une centaine de tonnes, plus les connexions en cuivre entre les éléments. La batterie, c'est 120 tonnes. Donc et en plus, la batterie est toujours chargée, mais en cas de surcharge et de batterie au plomb, on fait l'électrolyse donc il faut surtout faire très attention parce qu'on dégage l'hydrogène et une batterie est extrêmement dangereuse. Donc c'est une surveillance bien particulière. Dans cette tranche, on avait 12 personnes qui dormaient, donc on a les lits qui sont derrière, il en reste 6. Et de l'autre côté, on a enlevé les autres lits, donc sur cette cloison-là, on a enlevé les autres lits de façon qu'on puisse venir. D'ailleurs, cette porte n'existait pas, c'était un cul-de-sac ici. Mais donc là, ils étaient 12 dans cette chambre. Le grand luxe de l'époque, à la tête de lit, on avait, ici on pouvait voir, on avait un éclairage, on avait la radio. Bon, la radio, comme c'est la radio enregistrée, bah, ça revient tout le temps. Et on avait aussi, alors un petit vide-poche. Et puis un petit casier ici où on avait les fameux masques d'air de respiration qui permettent entre autres de brancher sur ces raccords qui sont là au plafond en cas de contamination. Donc on a des masques d'air de respiration au poste de car, mais on en a aussi dans les locaux. En cas de pépin, ben, tout le monde se branche et on se déplace comme ça. Donc on va sortir de la chambre ici. Et ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc là, les lavabos. Dans le coin, on aura une douche, qu'on ne voit pas bien, mais on a une douche dans le coin. Et puis ici, les WC. Les WC qui donnent dans 2 caisses qui font environ 10 mètres cubes chacune. Et quand elles sont pleines, on la vide à la mer. L'arrière, comme au-dessus du compartiment réacteur, le compartiment est résistant. L'arrière est un compartiment de refuge avec le sas de sauvetage arrière. Ici, on a une cloison résistante. C'est aussi le compartiment de refuge avec le sas qu'on va voir un peu plus loin, qui permet aussi l'évacuation des gens en cas de problème. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces cloisons résistent à une pression de 20 bars. Donc, et une porte, ça pèse 1 tonne et quelques, les portes. C'est donc on a un système qui l'arrête s'il y a de la pointe, elle ne va pas se fermer. Heureusement d'ailleurs, autrement. Et là, on va voir des logements pour les maîtres d'hôtel et cuisiniers qui sont de chaque bord. Et en dessous, on avait une chose particulière sur le redoutable. On avait un moteur hors-bord qui était sur colonne et qui était en dessous et qui permet de faire avancer le bateau à une vitesse de 2 nœuds. Et qui permet aussi, un peu comme les cars ferry, ont de quoi manœuvrer. Mais ça permettait aussi pour les lancements de missiles, par exemple. Donc on avait un moteur hors-bord en dessous. Alors ce qu'on peut dire ici, là on a les rances de stockage des torpilles. On a coupé l'extrémité ici pour qu'on puisse s'y mettre. Donc on a 18 torpilles ou armes. Les torpilles sont stockées là-dessus. On a un système qui permet de les pousser et les rentrer dans les tubes. On a 4 tubes devant. Alors, torpille ou arme. Pourquoi torpille ou arme? Ce qu'on appelle arme, ce sont les petits missiles. Mais le mot missile étant réservé aux missiles qui portent les bombes nucléaires. Donc, ce sont des missiles à changement de milieu ici qui vont servir contre les bateaux de surface. Les torpilles sont lancées, la commande se fait du central. Mais on a un pupitre qui permet ici de lancer en local. Bon, les torpilles, ce qu'on peut dire sur ces torpilles, elles avaient un parcours de l'ordre de 20 km, une vitesse de 35 nœuds. Elles peuvent aller attaquer un sous-marin qui a 600 mètres de fond et elles vont vers un bateau de surface. Elles ont en mémoire leur objectif. Ça fait qu'en fait compte, lorsqu'elles sont parties, elles peuvent vivre leur vie toutes seules, mais elles sont filoguidées, c'est-à-dire que sur l'arrière des torpilles,
on a une bobine qui va se dérouler au fur et à mesure et qui va permettre de renvoyer des informations pour modifier la trajectoire. Hein, ça, c'est une première chose. Les missiles, ce sont des petits missiles Exocet qui sont dans un conteneur autopropulsé. On le met dans le tube, il a en mémoire son objectif. On a fermé bien sûr la porte arrière, ouvert la porte avant, rempli avec de l'eau douce. Il va débarrer dans le tube, il va monter en surface, le conteneur va s'ouvrir, le missile va monter à une hauteur de 30 mètres, repère son objectif qu'un bateau de surface a une quarantaine de kilomètres et il redescend en 3 mètres de la surface de l'eau pour aller sur son objectif. Il n'est pas fait pour couler un bateau obligatoirement, mais surtout pour lui faire des avaries telles qu'il ne soit plus opérationnel le bateau. Voilà le rôle de ces missiles, vous voyez. Et puis maintenant, sur les nouveaux sous-marins, on a des missiles un peu du genre Tomahawk américain, mais ça, ils sont entièrement français. Et au lieu de les lancer verticalement, nous, on les lance par les tubes. Et ils ont un parcours de 1000 à 1500 km. Vous voyez. Donc c'est l'évolution. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette tranche. Bon, bien sûr, on pourrait dire beaucoup plus de choses. C'est une chose en particulier, ce parquet a été mis pour qu'on puisse venir. Et en dessous, là, on avait un vérin, une plateforme montée sur vérin, qu'on pouvait mettre dans le prolongement du sas qui est à l'arrière. Et ça permettait d'embarquer les vivres, d'embarquer les torpilles. Et en plus, le sas qui est là-bas sert de sas sauvetage avant. Au même titre qu'on a un sas sauvetage arrière, c'était le sas sauvetage avant. Eh bien, merci beaucoup Jean-René pour cette visite intéressante et passionnante. J'en ai appris beaucoup. C'était ma deuxième visite au sein du Redoutable, mais grâce à vous et votre parcours, on en apprend beaucoup plus. Et puis surtout, pour les auditeurs, ça va apporter quelque chose en plus à cette histoire vivante. Ce que j'aime bien poser en fin de vidéo, c'est un peu une bouteille à la mer, bizarrement, et un message pour les jeunes générations, les jeunes les jeunes sous-mariniers, mais également les jeunes qui s'intéresseraient au milieu de la marine. Est-ce que vous auriez un message d'espoir, un message pour ces jeunes générations? En fin de compte, les sous-marins, ou le Redoutable ici en particulier, c'est un bâtiment militaire, ça ne faut pas l'oublier, mais c'est un concentré de technologie. Donc les gens qui viennent travailler sur des bateaux comme ça, tout en étant militaires, ça ne faut surtout pas l'oublier, ils apprennent beaucoup de choses et ce sont des informations et des formations qui sont aussitôt utilisables dans le civil. Donc ils peuvent faire beaucoup de travaux différents dans différentes entreprises en étant, disons, capables de prendre leur boulot très rapidement. Ce qui fait qu'en fin de compte, un cursus militaire dans les sous-marins ouvre beaucoup de débouchés lorsqu'on quitte la marine. Et en plus, ce sont des bâtiments militaires, mais des bâtiments militaires où vit beaucoup un esprit de grande camaraderie. Tout le monde dépend de tout le monde. Les initiatives personnelles, ça n'existe pas en fin de compte. Hein. Donc chacun sait très bien que s'il reçoit un ordre, il doit l'exécuter. Donc on apprend à vivre ensemble, à exécuter des informations. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas les critiquer. Après, on va faire des briefings selon le cas. Mais on apprend à travailler et on apprend surtout à être disponible à n'importe quel moment. Chose qui n'existe peut-être pas toujours partout. Merci beaucoup pour ce message. Je pense qu'il a été entendu. Je remercie bien évidemment la Cité de la Mer de nous avoir accueillis au sein de ce musée vivant. Et merci beaucoup Jean-René pour cet accueil, pour toute cette visite enrichissante. Je vous invite bien évidemment à venir le découvrir au sein de la Cité de la Mer à Cherbourg. Et je vous dis à très bientôt sur le site Les Capsules de l'Histoire. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur en lien sous la vidéo avec l'association L'Agasme, l'association des anciens sous-mariniers, c'est bien ça. Et je vous dis surtout à très bientôt pour de nouvelles capsules vidéo. À bientôt.